Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours du traitement des signaux. Alors aujourd'hui, on va compléter ce qui a été fait avant. On a étudié auparavant les systèmes du premier ordre, le comportement des systèmes du premier ordre. Aujourd'hui, on va aborder les systèmes du second ordre. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires. Et aussi, n'hésitez pas, et ça nous fera plaisir, de mettre des likes, de vous abonner et de partager. Alors, donc toujours dans la suite de ce qu'on appelle les systèmes linéaires continus invariants dans le temps, on va aujourd'hui s'intéresser aux performances des systèmes, c'est-à-dire choses qu'on va déterminer dans la réponse des systèmes du second ordre par l'intermédiaire d'une réponse impulsionnelle et la réponse indicielle. Alors, système du second ordre. On va définir d'abord ce que c'est un système du second ordre. De manière générale, un système du second ordre est régi par une relation, ou bien plutôt une équation différentielle, bien sûr temporelle, entre l'entrée et la sortie. Elle est de la forme, voilà, la dérivée seconde de la sortie, la dérivée première, et puis la grandeur elle-même, et la même chose en ce qui concerne la grandeur d'entrée. Donc ça c'est de manière générale. Mais pour un système physique du second ordre, la relation entrée-sortie est généralement écrite sous forme différentielle standardisée, c'est-à-dire on lui donne cette forme-là, dans laquelle on introduit des termes, le terme M et le terme K, qui représentent le facteur d'amortissement, oméga 0 qui représente la fréquence propre, c'est-à-dire la fréquence du système d'oscillation du système lorsqu'il est libre, et le K, c'est-à-dire le gain statique. Donc la forme standardisée, voilà, elle est comme celle-là. Et puis maintenant, on va essayer de transformer, transformer de la place de cette expression dans le but d'algébriser cette équation. Et dans ce cas-là, ça va être plus facile à résoudre. Alors là, il y a deux possibilités. Soit les conditions initiales sont nulles, ça veut dire que le système est relaxé. Donc là, c'est simple, A S de t va correspondre à S de P. La dérivée première de S de t correspond à P fois S de P. Dans le domaine de la place, multiplié par P, ça revient à dérivée. Et la même chose pour la dérivée seconde, donc c'est P carré S de P. Par contre, si les conditions initiales ne sont pas nulles, c'est un peu plus compliqué. Ben, la transformation de la place de S de t, c'est S de P moins S, les conditions initiales. La transformée de la place de l'arrivée, c'est PS de P moins les conditions initiales, etc., etc. Mais en général, la majorité des études se font pour des systèmes relaxés, c'est-à-dire sans conditions initiales. Et dans ce cas-là, l'équation transformée, pour un système relaxé, l'équation transformée est la suivante. Voilà. Donc je rappelle que K, c'est le gain statique. Alors c'est le rapport des unités sorties sur entrée. M, c'est le coefficient d'amortissement sans unité. Oméga 0, c'est la pulsation propre non amortie en radians par seconde. Alors, fonction de transfert du système. À partir de cette équation transformée qu'on a vue précédemment, voilà, et bien on va mettre le P carré, on va mettre le S de P en facteur, voilà, et bien je vais avoir P carré plus 2M oméga 0 plus oméga 0 S de P égale K oméga 0 carré E de P. Et à partir de là, je peux tirer ma fonction de transfert qui est la suivante. Ou bien, on peut la mettre sous cette forme-là d'un schéma fonctionnel. Voilà l'entrée, voilà H de P, et puis la sortie S de P. Avec comme équation caractéristique, voilà, c'est D de P égale P carré plus de oméga 0 P plus oméga 0 carré. C'est cette équation qu'on va étudier pour voir le comportement du système. Alors maintenant, on va commencer. On avait dit qu'on va étudier les systèmes et pour la réponse impulsionnelle du second ordre, pour la réponse impulsionnelle et aussi pour la réponse indicielle. Alors maintenant, on va commencer par la réponse impulsionnelle du système. Donc, je comprends un système du deuxième ordre, je lui applique une impulsion E de t est égale delta t, ça veut dire ça transforme de la place C1, et voilà, S de P est égal à H de P fois E de P, c'est-à-dire E de P qui est 1 fois la fonction de transfert, avec comme
équation caractéristique. Et bien maintenant, pour trouver, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche les racines de cette équation. C'est ce qu'on appelle les pôles de cette fonction de transfert. Donc les racines de cette équation-là revient à déterminer delta. Voilà le delta. Voilà. Et bien maintenant, on va étudier les cas suivants. Si m est supérieur à 1, ça veut dire delta est supérieur à 0, c'est ce qu'on appelle le régime apériodique sans dépassement. Si m égale à 1, delta égale 0, c'est le régime critique sans dépassement. Si vous voulez, c'est le régime intermédiaire entre celui-là et celui-là. Et puis, si m est inférieur à 1, donc c'est le régime pseudo-périodique avec dépassements. Alors, premier cas, m supérieur à 1. On parle de système amorti, régime apériodique. Donc, voilà la résolution de l'équation va nous donner deux pôles, P1 et P2, moins, moins et moins plus. Voilà. Et bien, la transformée de la place inverse dans ces conditions, elle est donnée par cette sortie-là, S de T, dont la forme est la suivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on a une impulsion qui est localisée à T égale à 0, et puis le transfert d'énergie ne se fait pas instantanément, c'est-à-dire que S de T n'est pas égal à une impulsion aussi. Non, la réponse est étalée dans le temps. Voilà, ça passe par un maximum pour finalement tendre vers 0 pour des T assez grands. Alors maintenant, le cas M égale 1. On parle de système amorti, régime apériodique critique, c'est-à-dire on a une solution double, là, et voilà l'expression de la sortie. La même chose, voilà, et bien, voilà, l'entrée, qui est localisée, c'est une impulsion localisée à t égale 0, et puis voilà la réponse S de t. Les mêmes remarques que dans le cas précédent, c'est-à-dire que le transfert de l'énergie est étalé dans le temps. Alors, comment expliquer le fait que lorsque j'ai une impulsion là, je n'ai pas une impulsion à la sortie, ou du moins, je n'ai pas un signal qui monte rapidement jusque-là, puis il redescend comme celle-là. Et bien, l'explication est la suivante. Mon système, il est caractérisé par une fonction de transfert h de p. Donc, du moment où il est caractérisé par une fonction de transfert h de p, ça veut dire qu'il a une bande passante. Il a une fréquence de coupure. Donc, à ce système-là, je vais injecter une impulsion delta t, voilà. Cette impulsion delta t, quel est son spectre? Il a un spectre infini, ça veut dire de 0 jusqu'à l'infini. Ça veut dire toutes les fréquences existent dans cette impulsion. Elles sont toutes d'amplitude 1. Voilà mon système. Il a une bande passante, bien sûr limitée, avec fréquence de coupure Fc, ou bien oméga c, comme pulsation de coupure. Eh bien, si je multiplie ce E de P par H de P, je vais obtenir une sortie limitée, parce que là c'est 0, donc là, tout à partir de la fréquence de coupure là, tout est coupé. Donc je vais obtenir ce signal-là. Ça veut dire que le signal de sortie n'est plus aussi riche que l'entrée en termes de fréquence. Il a été coupé. Ça veut dire on a une opération de filtrage. Toutes les hautes fréquences là, elles sont coupées. Or, pour qu'un système démarre rapidement et va par exemple pour atteindre la valeur maximale, qui c'est qui fait ça? Ce sont les hautes fréquences. Ces fréquences ont été coupées là, donc le système, ce sont les basses fréquences, voilà, qui existent là, enfin les moyennes et basses fréquences qui existent là, et bien ce sont elles qui, voilà, qui assurent l'évolution du système en termes de montée et en termes de croissance et en termes de décroissance. Donc tout simplement, ça veut dire quoi? Plus j'augmente la bande passante de mon système, plus le démarrage va être plus rapide, voilà, plus ce point maximum va venir de ce côté-là, et plus la descente va être plus rapide, comme ça là. Et à la limite, lorsque cette bande passante tend vers l'infini, et bien tout simplement ce point tendra là, et ce point-là va tendre là, bon, l'évolution fait comme ça, et je vais obtenir une impulsion à la sortie, comme réponse à une impulsion à l'entrée. Donc ça c'est pour m supérieur à 1, m égale à 1.
Maintenant, si m est compris entre 0 et 1, alors on parle de système sous-amorti, pseudo-périodique avec dépassement. Donc, il y a des oscillations, mais le système présente des dépassements. Donc la solution de l'équation caractéristique, voilà P1, P2, quand la solution, la transformée de la place inverse, elle s'écrit comme ça là. Dans ce cas-là, on peut poser oméga P est égal à cette expression, c'est la pulsation propre du système, avec comme période Tp égale. Donc, voilà, on constate qu'est-ce qu'on a. Cette impulsion va correspondre à la sortie des oscillations qui s'amortissent pour tendre vers 0 pour un temps très grand. Donc ça, c'est ce qui concerne la réponse impulsionnelle du système du second ordre. Là, on va passer à un autre comportement, mais à l'aide d'une réponse d'un échelon, c'est-à-dire la réponse indicielle d'un système du second ordre. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est la même chose, c'est la même étude, mais au lieu que ce soit une impulsion, cette fois, c'est un échelon. Donc, j'ai mon entrée E de T, un échelon, donc E de P, E de T est égal à 1, donc E de P est égal à 1 sur P. Voilà, j'écris ma sortie dans ces conditions-là, S de P est égal à E de P fois H de P. Voilà E de P, voilà H de P, et E de P c'est 1 sur P, elle est là. Donc, voilà l'équation caractéristique. Je fais la même chose, le delta, et j'ai deux solutions, P1 et P2. Donc, prenons le premier cas, M supérieur à 1, voilà, donc j'ai les deux solutions réelles suivantes, voilà, donc en notant taux 1 égale à moins 1 sur P1, la même chose pour taux 2, on cherche tout simplement à faire un arrangement pour obtenir une forme plus adaptée. Donc la fonction de transfert H de P peut s'écrire sous la forme suivante, voilà, c'est une forme habituelle, classique, soit dans ces conditions, AS de P, c'est cette fonction de transfert par l'entrée, 1 sur P. Le calcul de la transformée de la place inverse, eh bien, il va nous donner cette expression-là, dont la représentation est la suivante. Voilà. Donc, on a dit M supérieur à 1. Voilà. M égale 2, M égale à 3. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que plus le facteur d'amortissement est grand, plus la réponse est lente. Elle est très très lente. Ça veut dire qu'il va falloir attendre beaucoup plus de temps pour qu'il atteigne la valeur finale, c'est-à-dire la valeur du régime, la valeur statique. Donc, plus M diminue, plus le système réagit un peu plus rapidement. Donc ici, j'ai par exemple pour M égale à 1, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, voilà, M égale à 1, la réponse est plus rapide que dans ces deux cas-là. Alors, maintenant, prenons le cas M égale à 1. Voilà la réponse, donc solution double, et voilà la réponse temporelle. Et on peut constater que pour M égale à 1, bien sûr, comme on vient de voir, la réponse est plus rapide que M égale à 2, M égale à 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, plus M diminue, plus la réponse va être rapide. Mais on va voir que, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que il va devenir, si M est inférieur à 1, il va devenir rapide, mais on a un risque de dépassement de la valeur et on aura des oscillations qu'il faut attendre, dont il faut attendre l'amortissement pour atteindre la valeur statique. Donc, une petite remarque d'abord. Si quand on voit ces courbes-là, la réponse qui est une réponse indicielle d'un système du second ordre, on a l'impression qu'elle ressemble aux courbes qu'on a trouvées par avant dans le cas d'un système du premier ordre. La forme est pratiquement la même de point de vue évolution. Mais il y a déjà un point de différence, c'est le point de départ. Lorsqu'on avait étudié le système du premier ordre, voilà, le premier système ordre, il démarre comme ça là, avec une tangente là, voilà. Ce point-là, il vous donne la constante de temps. La projection de ce point-là, lorsque j'atteins la valeur statique, finale statique là, et je fais la projection en bas, je vais obtenir la valeur de la constante de temps taux. Voilà, c'est-à-dire que ça fait comme ça là.
dans ce cas-là. Par contre, pour ce système du deuxième ordre, eh bien, la dérivée là, elle est nulle. Ça veut dire que la courbe elle démarre en allant horizontalement et ce n'est qu'après qu'il commence, voilà, ce n'est qu'après qu'il commence à évoluer dans, comme si contre. Alors maintenant, si m est compris entre 0 et 1, dans ce cas h de p admet deux pôles, voilà, conjugués, ils sont complexes et conjugués, voilà, eh bien voilà la réponse S de t, voilà, et j'obtiens, voilà la forme de la réponse, c'est-à-dire que j'ai des oscillations amorties pendant un certain temps. Et comme j'ai des oscillations là, ils vont mettre du temps pour rentrer dans la bande de 5%, donc là, on a intérêt à s'attacher à la notion de temps de réponse à 5%. Donc ici, voilà un exemple quelconque. Ça, c'est le gain statique, c'est-à-dire la valeur finale. Vous avez ici un premier dépassement, voilà, un deuxième dépassement, un premier dépassement, deuxième dépassement, etc., etc. Alors ici, on va voir un peu ces oscillations en fonction du facteur d'amortissement. D'abord, il est compris entre 0 et 1. Donc, si on prend 0, on a le 1, il est là. Ça veut dire le 1, il va se placer quelque chose comme ça, là, voilà. Il atteint la valeur ici, finale, sans oscillation. C'est-à-dire, si on va le placer, il est comme ça, là, voilà. Et puis, il va aller là, voilà. Maintenant, la valeur suivante, c'est m égale à 0,7. Donc, c'est une réponse, il est plus rapide que m égale à 1, un léger dépassement, et puis ça rejoint la valeur finale. Mais, si je prends m égale à 0,5, 0,3, 0,1, et bien plus m diminue, plus le dépassement est grand. Et plus le dépassement est grand, plus le signal va mettre du temps pour atteindre la valeur finale de sortie. Alors, maintenant, on va essayer de résumer un petit peu la situation dans cette dernière page-là. Donc, la bague ci-dessous permet de connaître la valeur du dixième dépassement pour cent en fonction du facteur d'amortissement. Lorsque l'amortissement tend vers 1, on peut ainsi mettre en évidence que les valeurs des dépassements est de plus en plus faible. Donc, voilà. D'abord, je prends ce dessin-là. L'évolution du dépassement, voilà, en fonction du facteur d'amortissement. Voilà la forme de la courbe, là. Donc ici, on a le dépassement de 100% pour tendre vers 0. Voilà, donc c'est la forme générale. Alors, pour compresser ces courbes-là, eh bien, on prend des courbes logarithmiques. Là, voilà, des échelles logarithmiques. Et puis, voilà, le premier dépassement, il est là. Le deuxième, le D3, le D4, le D5, et c'est ça. C'est-à-dire, le D1 en fonction de D1 en fonction du facteur d'amortissement. Le D2, le D3, etc. Donc, en fonction du facteur d'amortissement. Ça veut dire que, comme on a dit ici, la valeur, lorsque l'amortissement tend vers 1, voilà, plus l'amortissement tend vers 1, plus la valeur du dépassement, voilà, diminue pour tendre vers une valeur très, très faible. Alors, pourquoi tout ça là? Pour étudier, c'est la rapidité. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la rapidité du système. Et bien, cette rapidité se calcule par ce qu'on appelle le temps de réponse à 5% qu'on a déjà vu. Et bien, ce temps de réponse, il dépend de la fréquence propre oméga 0 et de facteurs d'amortissement. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait une représentation, voilà, temps de réponse réduit en fonction de m. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté le temps de réponse, voilà, que multiplié par oméga 0. Oméga 0, c'est quoi? C'est une pulsation. L'inverse, c'est une pulsation, mais elle est homogène à l'inverse d'un temps. Donc, oméga 0, c'est comme si est homogène à 1 sur un temps. Voilà, donc j'ai un temps divisé par un temps, donc ça fait bien un temps réduit. Donc, temps de réponse à 5%, produit avec oméga 0, voilà. Voilà, ça veut dire que j'ai le temps réduit, là, temps de réponse réduit en fonction de m. Temps de réponse réduit en fonction de m, voilà. C'est-à-dire là, en fonction de m. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est
que ce temps-là, voilà, soit le plus petit possible. Pour que ce temps-là soit le plus petit possible, il faut que TR à 5% que multiplié par oméga 0 soit le plus petit possible. Et bien, voilà la valeur la plus petite de TR oméga 0, il est là. C'est celle-là, cette valeur qui est la plus petite. C'est-à-dire la plus grande rapidité, la rapidité optimale, elle est obtenue là. Elle correspond quoi? À 0,7 en termes d'amortissement. Ceci, voilà, comme on peut le voir, eh bien, regardez, si M est inférieur à 0,7, là, le temps d'amortissement augmente, le temps réduit augmente là, voilà. Si je dépasse 0,7, le temps réduit augmente. Ça veut dire, si je suis dans cette zone en dessous de 0,7, vous voyez, voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Ça veut dire que le dépassement augmente, et le dépassement augmente, il va augmenter le temps, c'est-à-dire que le système va mettre du temps pour atteindre la valeur finale. La même chose, si je suis dans cette zone-là, ça veut dire que, c'est ce qu'on avait auparavant, M supérieur à 1, ben, ça veut dire que je vais obtenir M égale à 1 là, je vais obtenir M égale à 1 là, qui est lente, il va attendre, et plus M est grand, plus je vais avoir la réponse comme celle-là, qui va mettre du temps pour rejoindre la valeur finale. Alors, donc plus généralement, la BAC montre que si l'amortissement est trop faible, c'est-à-dire on est dans cette zone-là, ou bien trop important, ça veut dire qu'on est là, le système est lent. Voilà, le signal va mettre du temps pour atteindre la valeur finale. Alors, M supérieur à 1, réponse M supérieur à 1, c'est ce qu'on a vu auparavant, les courbes qui étaient là. Ça veut dire une réponse non oscillante, pas de dépassement. Si M est inférieur à 1, c'est-à-dire ces courbes-là, réponse oscillante, mais elle présente des dépassements. Et la réponse, donc quelle que soit la réponse, les réponses tendent vers KE0, le gain statique. Ça veut dire que si vous avez E0 est égal à 1, eh bien, la réponse va tendre vers K, la valeur de K, c'est-à-dire la valeur du gain statique. Si E0 est différente de 1, eh bien, ça veut dire qu'elle va tendre vers la valeur de E0 que multiplié par K, qui va être la valeur finale, la valeur statique. Voilà, et sur ce se termine cette partie-là. Donc, je vous rappelle tout simplement qu'il y aura d'autres cours qui vont être sur cette chaîne. Donc, vous pouvez les consulter de temps en temps. Alors, la chaîne vous attend, comme toujours, vos remarques, vos commentaires, vos questions, mais aussi elle attend vos likes, vos abonnements et vos partages.